Donc oui, ce que je vais faire dans cette première présentation, qui sera l'essentiel de ce que je vais dire aujourd'hui, c'est un peu passer en revue les différentes thématiques que je vais ensuite approfondir dans toutes les séances à venir. Et vous présenter un peu cet objet d'étude, c'est-à-dire de quelles substances hallucinogènes on va parler, quelles sont les différentes problématiques qui se posent, anthropologiques, philosophiques, neurocognitives et même neuropharmacologiques. Et puis esquisser des débuts de réponse, un peu quelles sont les choses que je vais dire là-dessus. Et ensuite, dans la deuxième présentation que je ferai, qui sera plus courte, probablement ça prendra une heure à la fin, au bout des 4 heures, ce sera de présenter la phénoménologie de ces expériences, c'est-à-dire de vraiment vous donner, avant de démarrer, à vous donner des éléments sur la neurobiologie de ces expériences, à essayer de répondre à des questions philosophiques, etc. Il faut que vous ayez une bonne idée de ce qui se passe quand on a ces expériences. Donc là, ce sera assez théorique et ainsi de suite. Mais dans la présentation de la dernière heure, je vais commencer à donner des détails quant au type d'expérience que l'on a quand on prend ces substances. Alors, tout d'abord, je voudrais quand même commencer par dire quelques mots à propos de la classification des substances, parce que on a tendance à mettre dans un même sac toutes les drogues sans faire de distinction. Or, je ne vais ici parler que de certaines qui produisent des hallucinations. Et en gros, habituellement, classiquement, les psychotropes ou les drogues sont classifiées en 4 grandes catégories, et en tout cas 3 assez importantes, qui sont les neuroleptiques, les stimulants et puis les hallucinogènes. Alors, un exemple type de stimulant, c'est la cocaïne. Ici, vous avez beaucoup des substances dont je vais parler, c'est-à-dire notamment tous les psychédéliques, LSD, psilocybine, c'est-à-dire les champignons hallucinogènes. Vous avez aussi des substances comme la MDMA, l'ecstasy, qui a un statut un peu intermédiaire, c'est considéré parfois comme un psychédélique, parfois pas. Le cannabis également. Et ici, il me faut préciser que je ne parlerai que très peu de l'ecstasy, du cannabis et de l'opium, bien que parfois il puisse induire des hallucinations, mais je parlerai de substances qui induisent des hallucinations vraiment très souvent de manière assez significative. Bon, ici, vous avez tout ce qui est opium, morphine, et donc héroïne dérivée comme l'héroïne, alcool. Alors donc, vous avez compris, moi je parlerai pour l'essentiel des substances qui se trouvent là, qui induisent des hallucinations, et quelque chose qui est je crois, important de souligner, c'est que ces substances-là ont un profil, par exemple, de dangerosité, de toxicité assez différent de tout un tas d'autres substances qu'on peut avoir en tête quand on pense aux drogues. On a des idées, par exemple, à propos de l'héroïne, à propos de la cocaïne, etc. Alors là, vous avez le travail de David Nutt, qui est neuropharmacologue et qui a beaucoup travaillé sur la neurotoxicité et de manière générale la dangerosité des substances. Et dans cette étude, il a utilisé plusieurs critères pour mesurer la nocivité ou pas de chacune de ces substances. Et les critères utilisés sont à la fois des critères de est-ce que ça vous détruit votre propre santé, et également est-ce que ça nuit à votre entourage. D'accord ? Donc c'est de la nuisance à la fois pour la personne et à la fois pour son entourage. Et donc, là en rouge, vous avez nuisance à l'entourage, et en bleu, la nuisance, la dangerosité de la substance pour le consommateur lui-même. Et donc, je ne sais pas si vous voyez de loin, mais ici, vous avez par exemple les champignons hallucinogènes, le LSD, l'ecstasy. Ici, vous avez le cannabis, le tabac, la cocaïne, les méthamphétamines, l'héroïne, l'alcool. Et donc, vous voyez que pour les scientifiques qui travaillent sur ces substances et qui connaissent la neurotoxicité de ces substances, qui connaissent la dangerosité en termes d'impact physique, etc., la dangerosité avérée de chacune de ces substances est assez loin de l'idée qu'on s'en fait dans notre société.
C'est aussi intéressant d'étudier l'histoire de la réception de ces substances et de voir comment, au cours du temps, ça a pu varier. C'est-à-dire, au début du XXe siècle, il était tout à fait normal de consommer, par exemple, des bonbons à la cocaïne ou à l'opium, alors qu'aujourd'hui, on trouve cela très dangereux. Et de fait, on a raison, puisque vous voyez que ce sont des substances dangereuses. À l'inverse, le LSD, quand on parle du LSD, on a l'impression qu'il s'agit de quelque chose d'extrêmement dangereux, alors que ce n'est pas tant le cas que cela, et notamment parce que les substances dont je vais parler n'ont aucun effet d'accoutumance, de dépendance. Quand vous en prenez, vous ne devenez pas dépendant. Mais je vais quand même, vous verrez, distinguer entre deux types de substances hallucinogènes, les hallucinogènes sérotoninergiques et les hallucinogènes anticholinergiques. Je vais préciser plus tard quelle est la différence entre les deux. Et pour ce qui est de la catégorie des hallucinogènes anticholinergiques, ça reste des substances extrêmement dangereuses. Non, enfin, pas tant, à vrai dire, pour le corps que pour l'esprit, c'est-à-dire que quand vous prenez ce genre de substances, vous avez de grands risques de terminer à l'hôpital psychiatrique. Donc, voilà. Alors, mais pour ce qui est en tout cas des substances comme les champignons hallucinogènes ou le LSD, alors on a tout le temps ces anecdotes qui reviennent de personnes qui, dans les années 60 ou 70, en pleine fièvre psychédélique aux États-Unis, se jetaient par la fenêtre ou des choses comme ça. Et alors, le problème avec ce genre d'anecdotes, c'est que justement, ce sont des anecdotes, donc elles ne sont pas statistiquement très significatives. Et par ailleurs, c'est très difficile, quand vous prenez une anecdote comme ça, c'est-à-dire dans les actualités, il y a quelqu'un qui s'est défenestré, de savoir si la personne avait pris, par exemple, du LSD qui était vraiment du LSD, non pas une substance coupée, de savoir si elle n'avait pas combiné cela avec de l'alcool, par exemple, si elle n'avait pas des antécédents psychiatriques, et ainsi de suite. Et à l'inverse, vous avez tout un tas de chercheurs, voici quelques exemples d'articles qui ont paru sur le sujet, qui, parce qu'ils voulaient mener des études sur ces substances, donc il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a dans plusieurs endroits du monde, notamment en Espagne, en Suisse, en Angleterre, aux États-Unis, au Brésil, des équipes de chercheurs, de psychologues et de neuroscientifiques et de neuropharmacologues qui étudient l'effet de ces substances à la fois sur des animaux, mais également sur des humains. Et donc, bien entendu, on n'est plus dans les années 60 ou 70 où on pouvait faire à peu près ce qu'on voulait. Il faut avoir des accords de comité d'éthique. Et avant d'être autorisé à mener toutes ces expériences, ils ont dû prouver qu'il n'y avait pas de dangerosité à utiliser ces substances. Et là, vous avez, donc à rebours un peu de ces anecdotes que l'on présente souvent et qui nous font penser que ces substances sont dangereuses, là, vous avez des études qui montrent qu'en réalité, elles ne sont que très peu dangereuses, ce qui est assez consistant avec ce que je vous montrais précédemment là, dans ce tableau de David Nutt. Et par ailleurs, plus la recherche avance, et plus on s'aperçoit aussi que les psychédéliques ont un certain nombre d'effets thérapeutiques qui implique qu'aujourd'hui, aux États-Unis, vous avez des programmes pionniers, par exemple, pour traiter les post-traumas avec de la MDMA. Également, la psilocybine, donc le composant actif des champignons hallucinogènes, semble très prometteur pour traiter la dépression, etc., etc. Donc il est assez vraisemblable, à vrai dire, que dans les années à venir, on aille vers une régularisation du statut de ces substances à l'aune des données scientifiques dont on dispose, d'autant plus qu'il y a des potentiels thérapeutiques intéressants. Alors ça, c'était juste une petite note avant d'entrer dans le vif du propos. Alors dans ce qui suivra, je vais parler de 3 catégories de substances psychotropes qui induisent des hallucinations. Donc la première catégorie, c'est les hallucinogènes qui sont souvent, que j'appellerai, moi, quand je parlerai de psychédéliques, je ferai référence à ces substances-là. Donc champignons hallucinogènes, le LSD, ça ce sont des graines de belle du jour qui produisent des effets semblables au LSD, qui a été utilisé par exemple par les Aztèques. Ça c'est du San Pedro, et ça a le même effet un effet très similaire
à la mescaline. Là, vous avez le cactus l'Olophora williamsii, donc plus connu sous le nom de peyote. Là, vous avez l'ayahuasca. Et puis, ici, qu'est-ce que j'ai mis? Je ne sais plus ce que j'ai mis. Comment? C'est de l'anadenantera. C'est yopo. Ah oui, exactement, le yopo. Ah oui, je ne connais pas le nom scientifique exactement. C'est du yopo, qui est une ah, merci beaucoup. Qui est une poudre qui se prise, enfin qui est connue sous le nom de yopo en Amérique latine, et qui est une poudre qui se prise. Donc on la sniffe, et qui a des effets psychotropes, et qui agit, qui est un sérotoninergique. Donc il peut être considéré comme un psychédélique. Et vous avez dans un livre assez fameux qui est apparu de David Kopenawa, qui est un chaman amazonien, La chute du ciel. Il parle de poudre à priser avec lesquelles il rencontre les esprits, et c'est du yopo. Donc ça, c'est une première catégorie, avec des effets qui ne sont pas parfaitement identiques d'une substance à l'autre, mais en tout cas, il y a un certain nombre de points communs. Là, vous avez une deuxième catégorie qui est moins connue. Alors, quand je parlerai de psychédélique, donc c'est cette première catégorie, et là, je parlerai toujours soit de délirants, soit d'hallucinogènes anticholinergiques. Alors, vous avez la brugmansia, qui est une cousine du datura, la mandragore, vous avez la belladone, la jusquiame, et puis belladone, jusquiame, décidément. Ah oui, et ça c'est jusquiame, belladone, et ça c'est duboisia qui a été utilisé en Australie par les aborigènes. Et donc toutes ces plantes ont des effets semblables. Et je rentrerai dans le détail phénoménologiquement, qu'est-ce qui se passe quand on prend chaque catégorie de plantes. Et puis il y a donc ces substances agissent sur le système sérotoninergique, celles-là anticholinergiques, et celles-là, elles ont des modes d'action assez singuliers chacune. Donc ça, c'est la salvia divinorum, qui agit sur les récepteurs kappa-opioïdes, donc assez différents et qui produit des effets assez différents des autres substances. Ici, vous avez la manite, qui agit essentiellement sur des récepteurs en raison d'un neurotransmetteur qui est le mucimol, et qui va concerner plutôt le système GABAergique. Mais pour ceux qui ne connaissent pas toutes ces questions-là, je rentrerai dans les détails quand je parlerai au mois de décembre de tout ce qui est les soubassements neuropharmacologiques de ces substances. Donc il va agir plus sur les GABAergiques et également le système glutamatergique. Et puis vous avez l'iboga, qui a un effet partiellement, si vous vous souvenez de la première figure que j'ai montrée, qui a un effet également excitant. Donc ce n'est pas seulement un hallucinogène. Donc je parlerai un peu moins, à vrai dire, de ces trois substances, mais je les évoquerai quand même à l'occasion. Mais essentiellement, ce sera une étude comparée de ces deux catégories de substances. Okay, donc ça, c'était vraiment un aperçu, sans entrer dans des questions vraiment très neuro ou philo. Alors maintenant, je voudrais passer au problème philosophique de l'hallucination pour ensuite revenir aux substances hallucinogènes. Donc pendant quelques diapos, je ne vais pas parler des substances hallucinogènes, mais simplement de la manière dont les philosophes ont théorisé ce qu'était une hallucination. Alors on trouve en philosophie de la perception cette idée selon laquelle les individus, quand on regarde le monde, quand on perçoit le monde, ce que l'on perçoit, c'est des choses, ce sont des objets. Et on a l'impression d'être en contact direct avec, par exemple, j'ai l'impression d'être en contact direct avec cette chaise. Et cela, les philosophes parlent de cela comme du réalisme naïf, c'est-à-dire que de manière intuitive, on considère que lorsque l'on perçoit, on perçoit des objets du monde. Bon. Et là, il y a cette citation assez fameuse de Heidegger qui dit « Quand j'entends un son d'une voiture passer dans la rue, je perçois non pas la qualité sensorielle du son, mais je me dis, il y a une voiture. » Voyez, vous prêtez attention non pas au son lui-même, non pas tant au son lui-même, que d'où provient le son, ce qui produit le son. D'accord ? Et donc c'est cela que les philosophes
veulent signifier par réalisme naïf. Et donc, Heidegger, dans cette citation, signifie bien cela. Et classiquement, Peter Strawson a aussi beaucoup parlé de cela. Donc, toutes les données sensorielles que vous recevez, quand vous les recevez, vous avez l'impression non pas d'avoir une excitation sensorielle, une certaine qualité sensorielle, mais vous avez l'impression d'être en face de quelque chose, en face d'une table, d'un chat, d'une maison, etc. Alors, à partir de ce constat du réalisme naïf, qui est le principe de base qui est posé, a été développé l'argument de l'hallucination. Et l'argument de l'hallucination consiste à dire la chose suivante. Quand je suis en face, par exemple, d'une table, on pourrait très bien imaginer qu'il y ait un neuroscientifique un peu espiègle qui retire subrepticement la table qui est devant moi et continue à activer la partie du cerveau qui était activée quand je percevais la table quand elle était là. D'accord ? Et ce qui se passerait alors, c'est que j'aurais toujours l'impression de percevoir la même table, mais en réalité, la table ne serait plus là. Puisque lui, il activerait l'aire de mon cerveau qui me fait percevoir la table, donc j'aurais l'impression de me représenter la table exactement comme avant, mais il n'y aurait plus de table. Et donc l'idée, ça c'est un exemple de version que peut prendre l'argument de l'hallucination, et l'idée de l'argument de l'hallucination, c'est de dire que le réalisme naïf est faux, que l'intuition que l'on a, que quand on perçoit le monde, on perçoit des objets du monde est fausse, puisque, en réalité, lorsque vous hallucinez, c'est-à-dire qu'on vous active votre cerveau, et qu'il n'y a rien du tout, et que néanmoins vous percevez un objet, l'état mental dans lequel vous êtes, c'est exactement le même que celui dans lequel vous êtes quand vous percevez effectivement quelque chose. Et à partir de là, il est possible que, en réalité, tout un tas de perceptions que vous croyez avoir, de perceptions que vous croyez être véridiques, ne sont en réalité pas du tout véridiques. Et donc le réalisme naïf est remis en cause. Donc ça, c'est l'argument de l'hallucination qui est développé en philosophie. Donc vous voyez un peu ce qu'est une hallucination pour un philosophe. J'ai une expérience perceptive qui est exactement la même que celle que j'avais quand j'étais en accointance avec un objet du monde, mais là, je ne suis plus en accointance avec aucun objet du monde, mais j'ai tout le temps la même expérience. Alors, différents types de théories ont été développées pour essayer de remédier à ce problème, qu'on appelle souvent le problème de la perception, qui est posé par l'argument de l'hallucination. La première théorie que je vais présenter, c'est la théorie des sense data. Alors, Price écrit la chose suivante. Il dit « Quand je vois une tomate, je peux douter de beaucoup de choses. Je peux douter quant à savoir s'il s'agit d'une tomate ou d'un morceau de cire peint astucieusement. Je peux douter qu'il y ait là quelque élément matériel que ce soit. Peut-être suis-je même victime d'une hallucination. Il y a cependant une chose dont je ne puisse pas douter, qu'il existe une tache rouge dont la forme ronde fait saillie, se détachant de l'arrière-plan constitué d'autres taches de couleurs, et ayant une certaine profondeur visuelle, et je ne peux douter que ce champ entier de couleurs est directement présent à ma conscience. » Donc ce que dit ici Price, c'est qu'on n'est jamais certain de ne pas être en train d'halluciner, etc., etc. Mais ce dont je suis certain, c'est que même quand j'ai une hallucination, tout est comme si il y avait une tomate devant moi, même quand j'hallucine une tomate, d'accord ? Et donc, à partir de là, les théoriciens des sense data vont dire la chose suivante, c'est qu'en réalité, percevoir, c'est effectivement percevoir directement un objet, mais ce n'est pas l'objet du monde dont parlent les réalistes naïfs. Par exemple, quand je vois une tomate, ce que je perçois, ce n'est pas la tomate qui est dans le monde, puisqu'elle pourrait ne pas être là. S'il y avait un neuroscientifique qui a activé mon cerveau comme il le fallait pour me tromper. Mais ce que je perçois en réalité comme objet, c'est les sense data, ce qu'ils appellent les sense data. Et les sense data, c'est un objet interne qui est c'est une donnée sensorielle. Donc il y a une multitude de données sensorielles, comme de pigments, si vous voulez, de couleurs internes, que je vois, au contact desquels je suis, et c'est en voyant toutes ces données sensorielles que je vois la tomate. D'accord ? Et donc, un auteur qui a développé qui a repris cette théorie récemment est par exemple Howard Robinson. Et donc, si vous êtes un partisan de la théorie des sense data, vous pouvez expliquer les cas d'hallucination, puisque ce que vous dites, c'est que quand une personne hallucine, en fait, ce qu'elle voit, c'est qu'elle est en rapport avec certaines données sensorielles internes à son cerveau,
et quand elle perçoit véridiquement, c'est-à-dire qu'elle perçoit une tomate et que la tomate est effectivement là, c'est exactement la même chose qui se passe. Donc, quoi qu'il arrive, vous n'êtes jamais en contact direct avec le monde, vous êtes seulement en contact avec des données sensorielles qui se trouvent dans votre cerveau, dans votre esprit. Et alors, ça permet de résoudre aussi des paradoxes, comme le paradoxe des étoiles qui sont mortes. Quand vous avez une étoile qui est très lointaine et qui brille encore, mais qui n'existe plus, ça pose problème au réaliste naïf, parce que le réaliste naïf, il dit, on peut voir parce qu'on est en contact direct avec des objets dans le monde. Mais si une étoile est morte, elle n'existe plus, et néanmoins, vous percevez encore, vous voyez, la lumière émise par cette étoile, et donc, avec les théories des science data, vous pouvez élégamment résoudre ce type de problème. En revanche, cette théorie pose tout un tas de difficultés, et notamment, elle introduit comme un voile de la perception, c'est-à-dire qu'il y a l'idée selon laquelle on ne perçoit plus directement les choses du monde, mais seulement des données sensorielles qui représentent le monde, ou à partir desquelles on peut induire ce qu'il y a dans le monde. Et par ailleurs, il y a un véritable problème qui est de savoir quelle est la nature et le statut des objets, de ces objets que sont les données sensorielles. C'est-à-dire que c'est assez mystérieux. On nous parle de données sensorielles qui seraient dans notre esprit, qu'on percevrait et grâce auxquelles on pourrait déduire ce qu'il y a dans le monde. Mais les théoriciens des sciences data restent assez vagues quant à la nature de ces objets. Et à vrai dire, cela ne fait que reposer le problème qui est posé par l'argument de l'hallucination, puisque l'argument de l'hallucination, il naissait du fait que quand vous êtes en contact direct avec la chaise, il y a un neuroscientifique qui pourrait faire en sorte qu'il active la bonne région pour que vous croyiez que la chaise est encore là alors qu'elle n'est plus. Et on pourrait imaginer reproduire ce type d'argument avec les données sensorielles. C'est-à-dire que quand vous percevez des données sensorielles, on pourrait enlever ces données sensorielles et peut-être activer une partie du cerveau qui vous fait croire que vous voyez des données sensorielles. Bon, il y a cette limite-là. Alors, une autre théorie qui a été proposée est celle de l'adverbialisme. Pour les adverbialistes, et alors, par exemple, Roderick Chisholm est l'un d'entre eux, sentir une couleur ou percevoir une couleur, ce n'est pas avoir l'impression de sentir un objet, par exemple une donnée sensorielle, comme le pensaient les théoriciens des sense data, mais c'est être affecté d'une certaine manière. Et d'où le nom adverbialisme, c'est-à-dire que, comme le dit Ducasse, un autre partisan de cette théorie, sentir bleu, c'est sentir bleuement. Donc, il y a l'idée selon laquelle, quand vous percevez des choses, vous n'êtes pas face à un objet, mais vous êtes sur un registre qualitatif qui vous fait percevoir bleuement, si vous voulez. Donc, et l'adverbe permet de qualifier une manière d'être affecté qualitativement, mais sans présupposer que vous êtes en contact direct avec un objet. Et donc la théorie adverbialiste a l'avantage de ne pas s'engager quant à l'existence d'objets incertains tels que les sense data, puisque la théorie adverbialiste ne soutient pas que quand on perçoit des objets mystérieux que sont les données sensorielles. Ils disent, quand vous percevez, par exemple une chaise, vous percevez chaisement. D'accord ? Donc vous êtes affecté d'une certaine manière, d'une certaine qualité, et c'est cette qualité qui vous fait penser que vous êtes en rapport avec, qu'il y a une chaise dans le monde. Et donc l'idée, c'est que les hallucinations vont être expliquées à l'aide de différentes manières ou affections qui vont se décliner par des adverbes. Et récemment, vous avez Uriah Kriegel, qui travaille à l'Institut Jean-Nicot, qui dans ce livre, The Sources of Intentionality, a essayé de réactualiser la théorie adverbialiste. Alors, cette théorie elle pose d'évidents problèmes. Une première est posée par Frank Jackson, qui objecte aux adverbialistes. Imaginez que vous voyez un carré marron et un triangle vert. Alors l'adverbialiste va dire, quand vous voyez cela, vous voyez de manière carrée et de manière, si vous voulez, carrément, marronnément, et puis trianglement et vertement. Et il dit, mais que se passe-t-il si vous voyez un carré vert et un triangle marron ? Ça devrait être différent. Intuitivement, ça devrait être différent. Mais l'adverbialiste ne peut pas faire de différence entre les deux. Vous comprenez le problème. Et de manière générale, le gros problème de l'adverbialiste, c'est qu'il ne fait pas justice à ce qu'on appelle en philosophie l'intentionnalité de la perception. C'est le fait que la perception, c'est-à-dire que quand vous percevez, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure avec Heidegger
et Peter Strawson, c'est que quand vous percevez quelque chose, vous n'avez pas l'impression d'être affecté qualitativement d'une certaine manière, vous voyez, d'avoir une certaine qualité sensorielle, mais vous avez vraiment l'impression d'être en rapport avec un objet. Alors vous avez une troisième théorie qui a été proposée, qui est le représentationnalisme. Et contrairement à la théorie des sense data et au réalisme naïf, donc il rejette les deux, le représentationnaliste considère que la perception n'est pas du tout affaire de mise en rapport direct avec un objet. D'accord ? Donc la perception n'est pas une affaire de présentation d'un objet. La perception, et d'où le nom représentationnaliste, c'est une affaire de représentation. Donc l'idée est la suivante, c'est que si un sujet, quelqu'un a une hallucination, et donc il n'est pas en contact avec un objet dans le monde, eh bien, il n'est pas en contact avec des sense data, mais simplement il se représente de manière erronée ce qui est dans le monde. D'accord ? Donc c'est une représentation mentale qui fait qu'il hallucine. Et quand vous percevez aussi de manière véridique, que vous voyez une chaise et qu'il y a effectivement une chaise devant vous, eh bien, c'est également à l'aide d'une représentation mentale que vous percevez de manière véridique. Donc la perception, pour ces théoriciens, est fondamentalement une affaire de représentation. Et Burge, par exemple, ou Tim Crane ou A.D. Smith sont des représentants de cette théorie. Alors, une objection qui a été faite à la théorie représentationnaliste, c'est qu'elle peut expliquer effectivement pourquoi et comment est-ce qu'on a des hallucinations en se représentant de manière erronée le monde, mais elle ne permet pas de rendre compte du caractère qualitatif des expériences hallucinatoires. C'est-à-dire que c'est le problème inverse de l'adverbialisme. L'adverbialisme, il arrive bien à rendre compte, et ça vous le verrez, notamment quand on parlera du sens de réalité des expériences hallucinatoires. Quand vous avez une hallucination, ça a un certain sens de réalité sur vous. Et vous verrez que ce sens de réalité peut être entendu en deux sens différents. C'est à la fois en un sens qualitatif, c'est que quand vous percevez des choses, ça fait quelque chose que de percevoir ces choses. Vous êtes affecté qualitativement d'une certaine manière, mais également vous percevez des choses. D'accord ? Et donc, il y a cet aspect intentionnel, c'est-à-dire qu'il y a un objet, il y a ce que vous voyez est à propos de quelque chose dans le monde, et il y a également cet aspect purement qualitatif. Et cet aspect qualitatif, le représentationnaliste a du mal à en rendre compte. Et puis la dernière théorie de la perception qui a été développée, c'est le disjonctivisme. Alors le disjonctivisme soutient comme la théorie des sense data et contre la théorie représentationnaliste que la perception est affaire de contact direct à des objets. Mais contrairement à la théorie des sense data, les objets de la perception, ce ne sont pas des données sensorielles qui feraient partie de mon esprit, mais c'est les objets du monde. Et donc, en ce sens, les disjonctivistes sont des réalistes naïfs. Donc, ce que dit le disjonctiviste, c'est qu'il est faux que dans le cas de la perception et dans le cas de l'hallucination, vous ayez un même état mental. C'est ce que dit le théoricien des sense data, puisqu'il dit quand on hallucine, on est face à des données sensorielles, et quand on perçoit véridiquement, on est face à des données sensorielles. Le représentationnaliste dit quand on hallucine, on est face à une représentation, quand on perçoit véridiquement, on est face à une représentation. Donc ces deux théories considèrent que quand vous percevez véridiquement et quand vous avez une hallucination, vous êtes dans le même état mental. Il y a un facteur commun entre les deux cas. Et le disjonctivisme, et d'où le nom, veut rompre avec ces théories-là, avec ce présupposé-là qu'il y a un facteur commun. Et le disjonctivisme soutient que quand vous avez une expérience, soit vous êtes dans un état de perception véridique, soit vous êtes, donc il y a cette disjonction, soit vous êtes en train d'halluciner, et subjectivement, peut-être que vous ne pouvez pas distinguer entre les deux quand vous avez une hallucination. C'est-à-dire que vous n'êtes pas capable de dire, mais en fait, ce que je suis en train de voir, c'est une hallucination, ce n'est pas véridique. Donc subjectivement, les disjonctivistes admettent, oui, vous ne pouvez pas faire le distinguo entre les deux, mais il n'en reste pas moins que cela ne vous permet pas pour autant d'inférer que ces deux états mentaux sont identiques, qu'ils ont un facteur commun qui les rend donc identiques. Donc tout ce que l'on peut dire, souvent le disjonctivisme, on dit, il donne une définition négative de l'hallucination,
Parce que tout ce qu'ils disent de l'hallucination, c'est qu'elle est indiscriminable de la perception véridique. Par exemple, si j'ai une hallucination d'une chaise maintenant, ben, ce sera la même expérience que quand je perçois une chaise véridique. D'accord ? Donc c'est la même expérience, c'est indistinguable subjectivement. Mais il y a l'idée selon laquelle, quand vous percevez véridiquement la chaise, ce que vous voyez, c'est la chaise elle-même, alors que quand vous hallucinez, ce n'est pas ça. Et ils ne veulent pas dire ce que c'est, ils donnent une définition négative de ce qu'est l'hallucination. Alors, voilà les auteurs qui ont soutenu cette thèse, donc de haut en bas, Mike Martin, McDowell, William Fish, et puis John Campbell. Il y en a d'autres, mais c'est les principaux représentants. Alors, si on s'intéresse maintenant aux limites de cette théorie, ben c'est que c'est un véritable problème que de ne pas pouvoir dire positivement ce qu'est une hallucination. De ne pas, vous voyez, ils disent une hallucination, c'est tout ce qui est indiscriminable d'une perception véridique, mais qui n'est pas une perception véridique, parce qu'ils ne veulent pas avoir à dire, comme les représentationnalistes et théoriciens des sciences de l'état, qu'il y a un facteur commun entre les deux. Mais ils ne nous disent pas du coup ce qu'est une hallucination. Donc ça, c'est un problème. Et puis par ailleurs, il n'est pas certain que, donc comme vous l'avez compris, le disjonctivisme endosse le réalisme naïf, c'est-à-dire l'idée selon laquelle quand on perçoit directement les objets du monde, d'accord, et que votre expérience sensorielle elle dépend directement de la présence, par exemple, de la chaise dans le monde, eh bien, ce présupposé-là du réalisme naïf, il n'est pas du tout certain qu'il soit compatible avec ce que nous disent les théories scientifiques de la vision. Et il y a Tyler Burch qui a écrit un papier là-dessus où il critique de manière très virulente le disjonctivisme, et notamment McDowell, et McDowell ensuite a répondu. Mais tout l'argument de Tyler Burch, c'est de dire, écoutez, quand on regarde les sciences de la vision, qu'est-ce qu'elles nous disent ? Elles nous disent que les informations reçues sur la rétine et ensuite envoyées par la rétine dans les aires sensorielles primaires sont extrêmement réduites. D'accord ? C'est-à-dire que les informations qui vont être traitées par l'aire occipitale, au niveau le plus élémentaire du traitement des données perceptives, enfin visuelles dans votre cerveau. Donc c'est des informations très très parcellaires. Il y a plein de trous dans l'image qui est restituée par la rétine. Il manque plein d'informations. C'est en noir et blanc. Donc l'image est très éclatée. Pour une même scène du monde, parce que sur la rétine il y a un nombre. La rétine a une dimension finie et elle détecte ce qu'il y a dans le monde à l'aide de récepteurs, et ces récepteurs sont en nombre fini. Et donc, pour une même activation de la rétine, vous pouvez avoir différents états du monde. D'accord ? Donc, il y a une ambiguïté fondamentale dans les informations que reçoit la rétine. Et donc, ce que nous disent les sciences de la vision, c'est que c'est le cerveau qui va ensuite faire un travail de reconstruction et qui va mettre de la couleur, qui va, étant donné les informations très personnelles qu'il a, essayer d'inférer qu'est-ce qui est le plus probablement, qu'est-ce qui se trouve en face de moi le plus probablement dans le monde. Donc il y a tout un travail de reconstruction qui se fait dans le cerveau, et donc de ce point de vue-là, il semble extrêmement contestable de dire que quand on perçoit des objets, ou en tout cas, si vous voulez, que les objets du monde, c'est eux qui déterminent le produit final de votre perception, puisque c'est le cerveau qui fait l'essentiel du travail, et que la rétine, ce qu'elle perçoit du monde, ce sont que des informations en nombre très réduit. Donc c'est l'argument que développe Tyler Burch contre le disjonctivisme et contre le réalisme naïf. Donc voilà un peu, c'est de la philosophie analytique, c'est très abstrait. Avec Burch, c'est un peu plus empirique, mais en tout cas, je voulais vous donner une idée de ce que les philosophes entendent par hallucination. Et vous allez voir, c'est assez éloigné des hallucinations réelles que vivent les gens, et notamment sous hallucinogènes. Alors maintenant, je voudrais essayer de faire le lien entre hallucination philosophique, c'est-à-dire par hallucination philosophique, j'entends la manière dont les philosophes conçoivent ce qu'est une hallucination, que je viens de présenter, et puis les hallucinations pharmacologiquement induites, c'est celles que vous pouvez avoir si vous prenez par exemple des psychédéliques. Donc, voilà, quel est le lien, donc les similarités ou les différences entre ces deux types d'hallucinations. Alors, dans la littérature, vous avez deux types de positions parmi les philosophes. Vous avez des philosophes qui
vont se livrer à des réflexions assez théoriques et abstraites comme celles que je viens de présenter, et qui disent que, donc, par hallucination, ils entendent une expérience subjectivement indiscriminable d'une perception véridique, mais où l'objet n'est pas présent. D'accord ? C'est ça qu'ils entendent par hallucination. Mais ils disent qu'ils ne veulent pas s'en tenir à cette définition seule de l'hallucination, et que par ailleurs, ils pensent que les philosophes devraient s'intéresser aux hallucinations qu'ont par exemple les schizophrènes, aux hallucinations qu'ont les gens quand par exemple, ils se livrent à de la déprivation sensorielle, en se mettant dans un caisson d'isolement sensoriel, où vous flottez dans un caisson, et vous n'avez plus d'excitation sensorielle, et vous vous mettez à halluciner. Donc, il y a tout un tas de manières d'avoir des hallucinations, et donc, quelqu'un comme Fabian Dorsch ou William Fish disent, ben oui, il faut faire un travail philosophique, conceptuel, de théorisation de l'hallucination, mais il faut aussi théoriser l'hallucination en s'inspirant des hallucinations qu'ont réellement les gens dans le monde réel. Oui. J'ai une question par rapport à ça, parce que Ouais. les patients qui ont des hallucinations qui ne sont pas pharmaco-induites, Ouais. C'est très rare que ce soit des hallucinations visuelles. Ouais. Là, on s'en fait plus sur les hallucinations visuelles. Est-ce qu'on Ouais. va voir du coup les différents types d'hallucinations en fonction des substances? Est-ce que, Alors, bah déjà, et c'est bien que vous posiez cette question. N'hésitez vraiment pas à m'interrompre à quelque moment que ce soit, parce que je parle vite, mais n'hésitez vraiment pas. Et dans l'ensemble de la présentation, je parlerai beaucoup de la vision, parce que c'est le sujet sur lequel on a le plus de données. Mais pas seulement, et je parlerai aussi de l'aspect plus cognitif des hallucinations, c'est-à-dire que parfois, vous allez voir exactement ce qui est là. Par exemple, je vais voir cette chaise, exactement telle qu'elle, mais je vais être persuadé que cette chaise, je ne sais pas, au fond, c'est un chien. Mais sensoriellement, perceptivement, je vais voir la chaise, rien ne change, mais alors je parlerai d'hallucination cognitive parce que c'est le sens de ce que je vois qui est transformé, mais sensoriellement, je perçois exactement la même chose. Donc, vous avez comme ça des phénomènes assez étranges. Vous avez aussi des phénomènes de présence qui ne sont pas des sentiments de présence qui ne sont pas à proprement parler des hallucinations. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est là. J'ai pris un hallucinogène, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est là. Je n'ai aucune hallucination auditive, aucune hallucination visuelle, aucun ou tactile, rien du tout. Mais voilà, j'ai ce sentiment de présence. Et ça, j'en dirai quelques mots aujourd'hui. Alors, pour ce qui est quand même pour réagir à ce que vous disiez, c'est que si on prend par exemple la schizophrénie, c'est vrai qu'en Occident, il y a majoritairement les hallucinations qu'ont les patients, ce sont des hallucinations auditives. Mais il faut savoir que les travaux interculturels transculturels qui existent qui documentent les hallucinations qu'ont les schizophrènes ailleurs, mettent en évidence, par exemple, il y a eu des travaux qui ont été faits au Nigeria, la prédominance de la modalité visuelle. Donc les schizophrènes, dans d'autres cultures, apparemment, ont beaucoup plus d'hallucinations visuelles que nous en avons dans nos cultures. Et il semblerait également que, après c'est difficile parce qu'on n'avait pas exactement à mesurer, parce qu'on n'avait pas exactement les mêmes outils de mesure, mais que les hallucinations visuelles chez les schizophrènes aient tendu à disparaître au cours du dernier siècle. Et donc il y a cette idée que la modalité sur laquelle on va halluciner se construit culturellement. Et je reparlerai de cela quand je parlerai des modèles bayésiens de la perception, parce qu'on peut émettre des hypothèses quant aux mécanismes qui conduisent à ces... Mais effectivement, je parlerai quand même avant tout des hallucinations visuelles dans l'ensemble. Oui. Oui. Et aussi, il me semble qu'il y a beaucoup de types d'hallucinations. C'est-à-dire qu'on peut aussi halluciner, avoir une hallucination et en même temps percevoir de façon naïve, comme vous dites, la réalité. Et qu'on puisse être conscient qu'on a une hallucination. Absolument. Alors ça c'est toute la question du sens de réalité. Et j'en parlerai très peu aujourd'hui, mais il y aura toute une séance consacrée à cela. C'est-à-dire que selon le type de substance que je prends, selon l'expertise que j'ai, c'est-à-dire est-ce que je suis habitué à prendre cette substance ou pas, quand vous allez prendre les hallucinations que vous allez avoir, vous allez les prendre au pied de la lettre, littéralement, en pensant que c'est vraiment de la perception véridique, ou bien vous allez avoir une certaine distance vis-à-vis d'elle,
Mais dans ma seconde présentation, tout à l'heure, quand même, je vais dire quelques mots de ce statut assez paradoxal des hallucinations psychédéliques, parce que les hallucinations psychédéliques, à la fois, elles paraissent très réelles, et à la fois, vous êtes parfaitement lucide quant au fait qu'elles sont induites par ce que vous venez de prendre. Donc il y a ce statut très ambigu que vous n'avez pas avec les hallucinations induites par des hallucinogènes anticholinergiques. Par exemple, quand vous prenez du datura, mais quand je dis ça, il ne faut vraiment pas en prendre, hein, c'est très dangereux. C'est une manière de parler. Vous n'avez aucune... vous ne pouvez pas du tout faire... Vous pensez que vous n'avez... Déjà, vous oubliez avoir pris quoi que ce soit. Il arrive très souvent que vous oubliez... Et c'est pour ça, d'ailleurs, ce ne sont pas des substances très populaires, parce que les gens qui prennent des hallucinogènes ont envie de se souvenir de ce qu'ils ont halluciné. Et bien souvent, avec des anticholinergiques, ils ne se souviennent de rien. Mais donc, là, sous anticholinergique, vous prenez vraiment au pied de la lettre tout ce que vous voyez. Donc, effectivement, je parlerai de ces différents statuts des hallucinations. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est comment est-ce que l'on agence cette... On articule cette définition très théorique, très abstraite de ce qu'est une hallucination, qu'on trouve en philosophie analytique de la perception, et puis par ailleurs toute la variété d'hallucinations que l'humain est susceptible d'avoir. Et donc, vous avez une première série de neurosciences qui vous disent qu'il faut bâtir une théorie générale des hallucinations, où on fait dialoguer l'hallucination au sens très abstrait des philosophes, et puis les cas d'hallucination réelle. Il doit y avoir des liens entre les deux, etc. Puis vous en avez d'autres, comme Mike Martin, qui disent que l'hallucination du philosophe n'a rien à voir avec quoi que ce soit d'empirique, et que lui, il ne s'intéresse pas du tout aux hallucinations empiriques, aux hallucinations qu'ont les schizophrènes, qu'ont les gens qui prennent des psychédéliques, etc. Et lui, ce qui l'intéresse, c'est juste de faire des expériences de pensée, et de se dire qu'est-ce qui se passerait si j'avais un neuroscientifique qui activait mon cerveau comme ça, et de réfléchir aux implications théoriques de la chose. Mais donc il assume le fait de faire purement de la spéculation et de ne pas parler des hallucinations réelles. Alors, vous avez certains auteurs qui soutiennent quelque chose d'encore plus radical, et par exemple Juan González, et qui soutient que lui, quant à lui, que les hallucinations des philosophes n'ont absolument rien à voir avec les hallucinations qu'ont réellement les gens. Et il a beaucoup, dans les deux articles que je cite là, il discute avant tout des hallucinations induites par les psychédéliques. Et la raison est bien simple, c'est que, comme on vient d'en parler un peu rapidement, c'est que sous psychédélique, il n'y a pas d'indistinguabilité subjective. C'est-à-dire que le philosophe présuppose dans la définition de l'hallucination que vous n'êtes pas capable, quand vous êtes dans la situation d'hallucination, de savoir que vous êtes en train d'halluciner. Or, encore une fois, quand vous prenez des psychédéliques, vous savez quasiment tout le temps que vous êtes en train d'avoir une hallucination. Mais, néanmoins, elle vous semble réelle. Mais réelle en un sens différent de la réalité de la chaise qui est à côté de vous. Donc c'est comme si vous accédiez à un autre pan de réalité, quelque chose comme ça. Mais alors néanmoins, je voudrais... donc de ce point de vue-là, il faut donner raison à Juan González, c'est-à-dire que les hallucinations s'intéressent aux hallucinations induites par les psychédéliques. Elles n'ont pas grand-chose à voir avec les hallucinations dont parlent les philosophes. Mais à mon sens, il faut donc distinguer entre deux choses. C'est d'abord toutes ces hallucinations que vous avez avec des psychédéliques, dans lesquelles vous gardez une certaine lucidité, et dans lesquelles vous voyez des créatures assez extraordinaires. Vous voyez des anges, vous voyez des... Enfin bref, c'est très... Donc vous ne voyez pas des choses qui pourraient vous duper, au sens où vous voyez une chaise parfaitement normale, parfaitement ordinaire. Vous voyez très très rarement ça sous psychédélique. Donc clairement, vous savez que vous avez une hallucination. Après, ça ne veut pas dire pour autant que vous lui déniez toute réalité. Mais, et c'est là que je crois qu'il faut modérer le propos de la thèse de Juan González, c'est qu'ensuite vous avez tous ces hallucinogènes anticholinergiques, où là, pas toujours, mais assez souvent, les hallucinations que vous allez avoir sont des hallucinations tout à fait ordinaires. Alors par exemple, il y a des choses assez troublantes, c'est qu'il y a énormément d'hallucinations de cigarettes. Les gens rapportent voir beaucoup de cigarettes. Également, vous avez des hallucinations parfaitement incrustées ou enchevêtrées dans le monde. C'est-à-dire que vous allez percevoir cette salle parfaitement bien, et vous allez voir quelqu'un assis dans une chaise,
et comme s'il était dans la chaise, etc., et comme si c'était une personne tout à fait normale, et en réalité, c'est juste une hallucination. Donc là, vous avez, vous voyez, les hallucinations qui sont induites par les substances anticholinergiques sont assez différentes de celles induites par les psychédéliques, et les hallucinations induites par les anticholinergiques, du coup, ressemblent beaucoup plus aux hallucinations dont parlent les philosophes, parce que très souvent, et vous verrez dans la deuxième présentation d'aujourd'hui, je cite certaines personnes qui ont eu ces hallucinations-là. Très souvent, vous n'êtes pas capable de dire que vous êtes en train d'halluciner quand vous avez pris un anticholinergique, parce que vous avez en plus oublié que vous avez pris cette substance. Et peut-être c'est après, vous voyez quand même des choses un peu bizarres, il y a quelque chose qui cloche, mais vous n'arrivez pas du tout, vous vous souvenez pas que vous avez pris ça. Et après, parfois, au bout de 4-5 heures, vous avez des moments de lucidité où vous dites « Mais zut, oui, j'ai pris ça tout à l'heure, et c'est pour ça qu'il y a des choses bizarres. » Mais donc, quand même, ça ressemble d'assez près à ce dont parlent les philosophes, au type d'hallucination dont parlent les philosophes. Donc, quand je reviendrai plus tard, ce sera en janvier, à la séance de janvier, sur les théories de la perception en philosophie, et voir ce qu'elles peuvent dire, ou comment il faut les ajuster pour pouvoir penser ces cas d'hallucination que sont les expériences hallucinogènes, eh bien, il faudra faire le distinguo entre est-ce que l'on parle des hallucinations psychédéliques ou des hallucinations anticholinergiques. Bon, alors là, je vais juste dire du coup quelques mots sur le sens de réalité, mais je reviendrai beaucoup plus largement là-dessus. Donc, ce que je vais entendre quand je développerai la question du sens de réalité, par sens de réalité, c'est le fait, non pas... Alors, je fais cette distinction, mais je reviendrai là, je vais aller très vite, je reviendrai là-dessus plus précisément, mais par ontologie, souvent, il y a une ambiguïté parce que selon les auteurs auxquels on a affaire, ce qu'ils entendent souvent par ontologie, c'est quelles sont les propriétés que j'attribue à une chose. Par exemple, est-ce que je considère que cette table peut avoir la propriété d'être pensant? Est-ce que je considère que cette table peut avoir la propriété d'être vivant? Ou elle a juste la propriété inorganique? Donc quand je fais ça, j'attribue des propriétés aux choses, je distribue des propriétés aux choses, et il y a beaucoup d'auteurs, par exemple en anthropologie, Philippe Descola quand il parle d'ontologie, ou en psychologie du développement, quand on parle des théories intuitives que possèdent les enfants, eh bien, ce qu'on entend par ontologie, c'est ça. Et moi, ce n'est pas ce dont je veux parler. Mais il y a un autre sens d'ontologie qui n'est pas de savoir si cette chose, elle est pensante, vivante, mais de savoir si cette chose, elle existe, ou elle est réelle. Et c'est cela que j'entends, c'est comment on distribue la réalité ou l'existence aux choses, ou comment on leur dénie la réalité ou l'existence. Bon, ça, c'est une première distinction entre ce que j'appelle ici ontologie prédicationnelle et ontologie existentielle. Et moi, je parle de l'ontologie existentielle, c'est-à-dire comment on distribue, non pas des propriétés aux choses, mais bien de l'existence ou l'inexistence aux choses. Et ensuite, il faut faire une deuxième distinction entre une manière réflexive d'attribuer de l'existence ou de l'inexistence aux choses, c'est-à-dire quand je me mets dans mon bureau de philosophie et que je réfléchis pour savoir si telle chose doit être dite exister. Par exemple, en philosophie des mathématiques, est-ce que les objets abstraits, que sont les objets mathématiques, est-ce qu'ils existent ou est-ce que c'est juste dans notre cerveau, c'est juste une représentation dans notre cerveau? Bon. Et donc là, je réfléchis dur pour savoir si ça existe ou pas. Mais il y a une autre manière d'attribuer de l'existence aux choses, c'est quand vous êtes en train de marcher dans la rue, vous passez sur un passage clouté et qu'il y a une voiture qui arrive à toute allure et que vous vous retirez, vous tenez cette voiture pour réelle, pour existante, non pas de manière réflexive, mais de manière non réflexive, en quelque sorte spontanée, automatique. Et moi, quand je parlerai dorénavant du sens de réalité, je distinguerai le sens de réalité du jugement de réalité. C'est de ce type-là d'expérience dont je veux parler. C'est-à-dire comment est-ce que dans notre quotidien, sans avoir à y réfléchir beaucoup, on reconnaît de la réalité ou de la non-réalité aux choses. Alors, vous avez tout un cas d'altération, d'exemple d'altération du sens de réalité. C'est par exemple quand vous avez un rêve lucide, typiquement vous perdez, vous étiez en train d'avoir un rêve non lucide et tout à coup, hop, ça bascule, vous avez un rêve lucide. Et là, vous avez un sentiment de grande joie parce que vous vous dites, je vais pouvoir faire tout ce que je veux, je peux me mettre à voler, etc. Et vous savez que ce n'est pas réel. D'accord ? Au contraire, si vous avez un rêve non lucide, là, il y a tout un tas de choses que vous ne vous risquerez pas à faire parce que vous tenez pour ce que vous voyez pour parfaitement réel. Donc on voit comment le sens de réalité peut être parfois présent, parfois absent.
vous avez un syndrome qui est le syndrome de déréalisation, dans lequel les patients ont l'impression que le monde est comme très distant, comme très affadi, etc. Et donc, ils rapportent voir le monde comme irréel. Donc là, le sens de réalité, et quand ils disent ça, ce n'est pas qu'ils sont en train d'y réfléchir, c'est qu'expérientiellement, comme ça, spontanément, automatiquement, il y a une espèce d'irréalité dans le monde. Quand vous êtes au cinéma, vous savez que ce n'est pas réel. Mais néanmoins, vous n'êtes pas non plus sur un mode purement fictionnaliste, puisque si vous teniez ça pour absolument pas réel, vous ne pourriez pas vous émouvoir, par exemple, devant certains films, pleurer, etc., enfin, vous réjouir. Donc, vous voyez que la réalité peut être plus ou moins élevée. Et puis, en fait, ce que je vais défendre également, c'est qu'en réalité, il y a différents sens de réalité. Il faut distinguer entre différents types de réalité. Et ce que je ferai, c'est que je passerai en revue tout un tas d'exemples d'altération du sens de réalité. Et je soutiendrai qu'il faut distinguer entre au moins six espèces, que j'appellerais des espèces de sens de réalité. Et pour chacune de ces espèces, selon les études de cas, vous trouverez un sens de réalité qui est bas, moyen ou haut. Bon, on parcourra tout ça et ça nous permettra de voir quel type d'hallucinogène produit quel type de sens de réalité. Et là, vous avez une synthèse. Ça, c'est le sens de réalité dans les... Bon, ça ne vous dit pas grand-chose puisque vous ne savez pas ce à quoi fait référence tout cela, mais bref, en tout cas, vous verrez que le sens de réalité des hallucinations sérotoninergiques n'a pas grand-chose à voir avec celle des hallucinations induites par des anticholinergiques. Alors, ce qui est intéressant pour réfléchir aux questions, au problème de la perception, au problème philosophique de la perception, c'est que j'ai commencé en vous disant que les philosophes tiennent pour acquis que notre rapport au monde est celui du réalisme naïf, c'est-à-dire que nous sommes en rapport avec des objets que nous tenons pour réels et nous avons accès directement, nous percevons directement ces objets. Mais quand on s'intéresse à toute la variation possible du sens de réalité, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'en réalité, le sens des réalités n'est pas toujours là et n'est pas là toujours avec la même intensité. Et de ce point de vue-là, ça nous amène à un peu relativiser la thèse du réalisme naïf. Alors une autre question qui nous occupera beaucoup et qui a des implications philosophiques importantes, c'est, j'ai commencé à l'évoquer, le caractère qu'on pourrait dire altermondain de certaines expériences hallucinogènes, c'est-à-dire que quand vous avez certaines, et ça c'est surtout sous psychédélique, vous hallucinez certains objets et vous savez qu'ils sont le produit, que vous les voyez parce que vous avez pris une substance, mais pour autant vous ne leur daignez pas de réalité. Et ce que vous dites, c'est que vous avez l'impression que, certes, ils ne font pas partie du monde ordinaire, d'accord ? Et c'est pour ça que ce sont des hallucinations, mais vous avez l'impression d'avoir accès à un monde parallèle ou à une autre dimension du monde. C'est ce que je veux ici signifier par alter-mondanité. Donc il y a l'impression que vous accédez à une autre dimension, un autre plan de la réalité. Et de ce point de vue-là, ça rejoint tout le débat en philosophie sur les truth makers, qu'on traduit en français par les vérifacteurs, c'est-à-dire, si je vois, l'exemple vraiment tarte à la crème en philosophie analytique, c'est, je dis, il y a un chat sur mon paillasson, d'accord, ça c'était un énoncé. Pour que cet énoncé soit vrai, il faut que dans le monde, un chat soit sur le paillasson. S'il y a un chat qui est sur le paillasson dans le monde, alors mon énoncé, le chat est sur le paillasson, ma représentation le verbal, le chat est sur le paillasson, est vrai. Et le fait qu'il y a un chat sur le paillasson, c'est ce que les philosophes appellent un vérifacteur. C'est le fait du monde qui fait que ma représentation perceptive, ou verbale en l'occurrence, est avérée. Okay ? Et là, ce qui est intéressant avec les hallucinogènes, avec les psychédéliques, c'est que, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez des hallucinations pour lesquels il vous semble que les vérifacteurs, ce qui rendrait vrai votre hallucination, ce ne seraient pas des objets qui font partie du monde ordinaire, mais des objets qui font partie d'un monde comme d'un monde parallèle, si vous voulez. Et alors, je vais peu développer ça aujourd'hui, mais il y aura je parlerai à un moment donné de tous les travaux en sciences cognitives de la religion, parce que, bien entendu, quand vous avez l'impression d'avoir accès à un monde parallèle, un monde surnaturel, etc. Bon, ça concerne toutes ces questions
de la religion assez directement. Et donc, je présenterai un peu les théories contemporaines et dominantes en sciences cognitives de la religion, et je verrai comment les expériences hallucinogènes peuvent nous amener à discuter ces théories-là. Alors, je crois que je vais passer là-dessus. Donc, le défi en quelque sorte que lancent les expériences hallucinogènes à la philosophie de la perception, c'est qu'elles ont un sens de réalité hétérogène qui peut varier, qui peut prendre différents degrés. Il n'y a pas un sens de réalité, une espèce de sens de réalité, mais je montrerai qu'il y en a plusieurs. Et donc ça met en cause un peu l'idée d'un réalisme naïf. Et que par ailleurs, les hallucinations que l'on a, on a l'impression quand on les a que soit elles font partie du monde dans lequel on est, ou soit elles font partie d'un autre monde. D'accord ?